Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la fin du chapitre 14 sur les réactions de complexation. Cette vidéo sera un peu plus longue que les précédentes. Pour bien en profiter, je vous conseille d'avoir avec vous votre poly et éventuellement de la faire en plusieurs fois et n'hésitez pas à mettre en pause pour pouvoir bien suivre les calculs à chaque fois que je ne vais pas forcément détailler dans la vidéo. En particulier, aujourd'hui, nous allons voir comment, sachant les espèces introduites en solution, on peut déterminer la composition d'un système à l'équilibre à partir de 3 exemples. Le premier exemple, qui est le plus simple, sera le cas où on a un métal, un ligand en solution qui peuvent former un complexe ensemble. Dans les autres exemples, on va rencontrer des cas de compétition entre différentes réactions, soit en présence de différents ligands, différents complexes pouvant se former alors, soit un métal avec un ligand pouvant former différents complexes successivement. Dans tous les cas, le principe va être de trouver la réaction prépondérante, donc celle qui a la constante d'équilibre la plus élevée, et de considérer donc que c'est la réaction qui va prédominer dans le système. Alors, premier exemple, le cas où on a un métal et un ligand en solution qui peuvent former un complexe. Nous allons traiter cette situation sur un exemple. J'ai une solution avec des ions Fe2+, et un ligand qui est le DTA dont on a déjà parlé. Donc ensemble, ces deux espèces peuvent former un complexe avec la constante de complexation β. Cette constante, qui vaut 10 puissance 14,33, est très élevée, on va donc supposer la réaction totale. Alors attention, dans le cas des complexes, vous avez souvent des réactions qui vont avoir des stoichiométries élevées, et dans ce cas-là, même si vous avez des constantes qui sont très élevées, ce ne veut pas forcément dire que la réaction est totale. Donc cette hypothèse, il va falloir absolument la vérifier à la fin du calcul. Ici, du coup, on peut faire un tableau d'avancement. On suppose que la réaction est totale. Le réactif limitant est donc Fe2+, dont il reste une quantité que l'on va appeler epsilon à la fin du calcul. Pour vérifier si la réaction est totale, il va falloir du coup déterminer la valeur de epsilon. On connaît la valeur de la constante de complexation β, on peut du coup en déduire epsilon. Ici, epsilon vaut 9,4 fois 10 puissance moins 17 mol par litre. C'est donc effectivement très faible devant les autres concentrations des espèces en solution. On a donc eu raison de supposer que la réaction était totale et on a déterminé la composition de la solution à l'équilibre. Deuxième exemple, c'est le cas où on va avoir compétition en solution entre la formation de deux complexes, soit parce qu'on a introduit un cation métallique et plusieurs ligands avec lesquels il peut réagir, soit parce qu'on a un ligand et plusieurs cations métalliques avec lesquels plusieurs complexes différents peuvent être formés. On va traiter ça sur un exemple. On va prendre une solution dans laquelle on a des ions Fe3+, et deux ligands potentiels, les ions thiocyanate, SCN-, et les ions fluorure, F-. Ces deux ligands peuvent former avec les ions Fer3 un complexe. On a à chaque fois les constantes β-SCN et β-F. Ici, on constate que la constante de complexation avec les ions fluorure est plus élevée que celle avec les ions thiocyanate. On va donc considérer que la formation du complexe fluorofer3 est majoritaire. Cette réaction a une constante de l'ordre de 10 puissance 5,2, elle est donc supposée totale, et à l'issue de la réaction, on va avoir en solution trois espèces, F-, SCN-, FeF2+. Alors, je vous laisse aller voir comment est-ce qu'on aboutit à ce résultat sur votre poly. Et une fois qu'on a ce système, on va devoir vérifier qu'il n'y a pas d'autre réaction qui a lieu ensuite. Alors la seule réaction qui peut avoir lieu dans ce système, c'est une réaction de substitution entre le complexe fluorofer3 et les ions thiocyanate pour former un complexe fer-thiocyanate et régénérer des ions fluorure. On peut calculer la constante d'équilibre de cette réaction qui vaut 10 puissance moins 2,2. Il apparaît donc que c'est une réaction qui va être probablement peu avancée. Si on fait le calcul pour déterminer l'état final, on trouve bien que la réaction est peu avancée avec formation du complexe thiocyanatofer3 à 1,3 10-3 mol par litre. On avait donc eu raison de considérer que le complexe fluorofer3 était en fait majoritaire en solution. Troisième exemple, c'est le cas où en solution je vais avoir un cation métallique et un ligand, mais qui peuvent ensemble former plusieurs complexes dus à des complexations successives. On va traiter ça sur un exemple. Je considère ici une solution d'ion aluminium Al3+, en présence d'ion oxalate, que je note OX2-.
3 complexes peuvent se former de stoichiométrie 1, 2 et 3. On a les constantes de formation successives. Je choisis d'avoir en solution une concentration en ion aluminium 0,05 mol par litre et d'ion oxalate 0,20 mol par litre. Pour savoir quelle est la réaction prépondérante qui va avoir lieu, il va falloir que je compare les quantités de ligands et de métal présents. Il apparaît ici que j'ai plus que 3 fois plus d'ion oxalate par rapport à l'aluminium. J'ai donc suffisamment de ligands pour former le complexe de stoichiométrie la plus élevée. Donc c'est l'ion trioxalato-aluminate 3. Je vais donc supposer que la formation de ce complexe est majoritaire et considérer que la réaction prépondérante est la formation globale de ce complexe. Cette réaction a une constante d'équilibre bêta 3 qui est 10 puissance 16. Je vais donc supposer qu'elle est totale et j'obtiens cet état final avec une quantité que je note epsilon d'aluminium à la fin, c'est le réactif limitant. Alors attention, il faut quand même vérifier que l'hypothèse que j'ai faite sur la réaction majoritaire était la bonne. Alors ici, je peux calculer la quantité epsilon d'ion aluminium 3+, qu'il me reste en solution, comme je l'ai fait dans l'exemple numéro 1, mais ce n'est pas suffisant. En effet, si je trace le diagramme de prédominance des espèces qui peuvent être présentes lorsque j'ai des ions Al3+ et OX2- en solution, alors je vais voir effectivement, si je calcule epsilon, que c'est une valeur très petite, qui vaut 4,0 fois 10 puissance moins 14 mol par litre ici. Mais ce n'est pas du tout étonnant, parce qu'en fait, dans une solution où j'ai du complexe trioxalato-aluminate 3, si une deuxième espèce est présente, ce ne sera pas Al3+, ce sera le complexe dioxalato-aluminate 3. Et c'est donc la quantité de ce complexe-là qu'il va falloir que je calcule pour vérifier que mon hypothèse était correcte. Et je peux faire ça grâce à la constante de formation Kf3. J'obtiens une concentration pour le complexe dioxalato-aluminate 3 de 10-5 mol par litre, ce qui est bien très faible devant la concentration en complexe trioxalato-aluminate 3, donc j'avais raison de supposer la formation de ce complexe-là majoritaire. Voilà, c'est la fin de ce chapitre 14 sur les complexes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter de manière à ce qu'on puisse en discuter ensuite sur Zoom. Et n'oubliez pas d'aller faire le QCM sur cette partie, dont vous trouverez le lien en description.